Bonjour à tous. Toutes les bonnes choses ont une fin et c'est le cas de ce G20 à Rio de Janeiro sous la présidence brésilienne, sous la présidence de Lula. Si vous avez aimé ce que nous avons fait, si vous avez aimé les vidéos que nous avons faites, les interviews, les reportages, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à nos réseaux sociaux, à YouTube, à Telegram, à TikTok si ce n'est pas encore fait, à nous aider à nous faire connaître. Et pour ceux qui auraient les moyens de nous venir en aide, vous pouvez aller voir le lien en dessous de cette vidéo pour nous aider à financer ces reportages, car nous ne dépendons de personne, d'aucune banque, d'aucune institution financière, d'aucun État. Nous finançons nous-mêmes nos déplacements avec votre aide. Alors je disais, ce G20 social, c'est terminé et il a bien sûr été un peu assombri par les déclarations faites par la Maison-Blanche d'autoriser l'Ukraine à faire des tirs avec des missiles occidentaux, en l'occurrence américains ATACMS, dans la profondeur du territoire russe. Derrière, c'est la Russie qui a signé le décret, c'est-à-dire le président Poutine a signé le décret de modification de la doctrine d'engagement nucléaire de la Russie, profitant de cette autorisation donnée par la Maison-Blanche. Je rappelle que cette nouvelle doctrine d'emploi nucléaire russe consiste à considérer comme une menace existentielle, nucléaire, y compris un État qui n'aurait pas en propre des armements nucléaires, mais qui pourrait depuis son sol déclencher des tirs massifs de missiles, soit aériens, contre les intérêts existentiels de l'État russe. Alors, qu'est-ce que sont des tirs massifs? Qu'est-ce que l'intérêt existentiel de l'État russe? Ça, les stratèges le comprennent, mais bien évidemment, on comprend qu'il s'agit de l'Ukraine. La Russie a joué de manière très fine, comme nous l'a dit cette jeune chercheuse en géopolitique britannique, en ayant préparé son coup, profitant du moment où les États-Unis décideraient d'autoriser le tir de ces missiles de longue portée. Alors bien évidemment, même si ce G20 a été terni par cette déclaration de la Maison-Blanche et par la quasi-non-couverture par les médias, spécialement médias occidentaux, de ce G20 et des décisions qui ont été prises, eh bien, c'est quand même une grande réussite et nous vous en rendons compte. Car il n'y a pas que le sujet de la guerre, il y a aussi le sujet de ce qui a été réalisé ici avec la volonté du président Lula et des Brésiliens. Rappelons d'abord qu'après l'Indonésie, qui n'est pas encore un État des BRICS, mais qui a demandé à rentrer dans les BRICS et qui était au sommet de Kazan, après l'Inde, après le Brésil, l'année prochaine, ce sera l'Afrique du Sud qui accueillera le prochain G20, c'est-à-dire 4 pays BRICS d'affilée, ou quasiment BRICS, qui reçoivent le sommet du G20, ce qui est en soi une illustration du changement, du retournement géopolitique du monde vers plus de multipolarité. Et s'il y a bien une chose que le Brésil a su montrer, que Lula a su montrer, que les Brésiliens ont su montrer, eh bien c'est qu'ils jouent dans les grandes nations. C'est clair à l'organisation bien sûr de ces G20, mais aussi des décisions qui ont été prises. Pensons-y, c'est la première fois à la décision, à l'initiative du Brésil qu'il y a un G20 social, qui est une réussite, où il s'est agi d'importer dans ce G20 les citoyens du monde, par le biais d'associations de citoyens, d'ONG, de syndicats, de groupements en lutte. Bref, pendant une semaine, le G20 social a rayonné et a impulsé sur le G20 plus classique des chefs d'État. Entre le G20 social et le G20 classique des chefs d'État, c'est Antonio Guterres qui est venu faire une conférence de presse pour appuyer les initiatives proposées par le Brésil. Or, quelles sont-elles? Eh bien, la plus importante et qui est une véritable réussite, c'est l'alliance globale proposée par le président Lula. De quoi s'agit-il? Il s'est agi de ramener 83 pays, pas seulement les 20 plus riches, qui représentent 80% de l'économie mondiale. Non, les 83 pays du monde qui ont tous signé, l'Argentine y compris, qui a eu beaucoup de mal à le faire, qui ont signé cette alliance globale contre la pauvreté et contre la faim dans le monde. Une autre réussite est d'avoir inscrit à l'agenda le concept même de taxation des ultra-riches, c'est-à-dire des millionnaires, de leur imposer une taxe et que chaque État travaille ensemble, tous les États qui étaient réunis ici, travaillent ensemble pour faire cette taxation afin de recueillir 250 milliards de dollars par an pour financer les 175-180 milliards de dollars par an nécessaires pour éradiquer définitivement la faim dans le monde et l'extrême pauvreté. Bien sûr, ce sera difficile à mettre en place en raison même de la logique de la globalisation qui permet aux plus riches, aux plus puissants d'éviter l'impôt aussi bien dans leur État national
et évidemment que dans le monde entier. Mais néanmoins, c'est sur la table et symboliquement, tous ceux qui se défileront de ce principe, de cette alliance globale, tous ceux qui ne feront pas le nécessaire pour taxer leurs super riches, eh bien, se mettront dans une position morale difficile à tenir lors des prochains sommets et c'est en soi déjà une grande victoire obtenue par le Brésil. D'autres choses ont été acquises et dont malheureusement on n'a pas entendu parler. D'abord, une avancée nette dans les égalités et la limitation des discriminations faites aux femmes, faites aux gens d'ethnies différentes. Ça, c'est une chose assez bien avancée et qui est plutôt bien acceptée par l'ensemble des États puisque c'est une thématique qui est fort heureusement de plus en plus acceptée dans le monde. Mais là où il y a une très grande avancée, c'est sur l'eau, l'accès à l'eau potable, les médicaments et les vaccins. On en a très peu parlé, mais les États présents se sont engagés à relocaliser la production de médicaments et de vaccins. Pensez donc, nous en France, nous avons délocalisé nos productions de médicaments au point tel que 80% des médicaments sont produits par la Chine et par l'Inde. Je parle des médicaments que nous consommons en France. Alors bien sûr, dans ce cas-là, c'était exclusivement de notre faute car nous avons délocalisé dans le processus stupide qui nous coûte si cher aujourd'hui de désindustrialisation. Par contre, d'autres pays n'ont tout simplement jamais eu accès à des productions de médicaments. Et j'en veux pour preuve que quand j'avais 23 ans, j'étais en 1996 au Mali dans un programme de l'Organisation mondiale de la santé qui voulait faire du Mali le premier pays en voie de développement qui produise un certain nombre de ces médicaments génériques. À ce moment-là, les multinationales pharmaceutiques avaient combattu ce projet et l'avaient réduit à néant. Et bien là, quelle évolution! Presque 30 ans après, les États se sont engagés à relocaliser la production de médicaments là où c'est nécessaire, et spécifiquement des vaccins. C'est une immense avancée pour l'humanité. Bien sûr, il faut la mettre en place, mais les États BRICS, par exemple, ont là beaucoup de moyens pour impulser cette évolution. Et le Brésil a montré dans son propre État qu'il s'y engageait très fortement. On a également une forte avancée sur l'eau et l'assainissement et l'accès à l'eau potable de toute l'humanité, ce qui n'est pas encore le cas. Là aussi, il y a eu des engagements, des prises de décision très fortes qui font clairement de ce G20 brésilien un très grand G20 et un très grand succès. Bien entendu, il y a eu des tensions dans ce sommet du G20 dont nous vous avons fait part, en particulier entre l'Occident et la Chine. Ça a commencé au sommet Asie-Pacifique qui s'est tenu à Lima au Pérou. On nous a fait part entre Xi Jinping, président de la Chine, et Joe Biden, président des États-Unis. Ça s'est vu le premier jour de ce sommet du G20 avec le Premier ministre britannique Keir Starmer faisant la leçon à Xi Jinping sur les droits de l'homme à Hong Kong, ce qui est une des 4 lignes rouges que le président Xi Jinping a mis en place à Lima justement face au président américain. Bien sûr, on en a beaucoup parlé, il y a eu ce problème de l'accélération, de l'escalade de la guerre, extrêmement dangereuse, en tout cas sur le papier en Ukraine. Pourquoi je dis sur le papier? Parce que, en fait, c'est assez étonnant car finalement, il apparaît au deuxième jour, en ce fin de deuxième jour du G20, que l'autorisation n'est pas très clairement établie. Le Pentagone n'a pas entièrement confirmé ce qu'a dit la Maison-Blanche, ce qui est assez étrange. Et puis, il y a eu de la part de la Maison-Blanche un resserrement, c'est seulement sur la région de Koursk. Et puis, c'est plutôt pour tirer sur les soldats nord-coréens qu'on n'a pas encore vus. Et c'est pour. Et en fait, il y a une petite réduction de cette autorisation de tir, même si dans la nuit du lundi au mardi, l'Ukraine a tiré des missiles, 6 missiles ATACMS sur Bryansk. Et même si, il faut le rappeler, ces missiles sont programmés par des soldats américains et guidés par des satellites militaires américains, d'où l'engagement direct de facto de la Russie dans le conflit, d'où la réaction, de l'engagement de facto des États-Unis dans le conflit et d'où la réaction de la Russie qui change sa doctrine nucléaire et en profite elle aussi pour escalader. Néanmoins, on se demande si ça va aller très loin car les réserves apparemment, pour le moment, en tout cas déclarées et connues des Ukrainiens de ces missiles longue portée sont de moins d'une trentaine en tenant compte aussi bien des ATACMS que des Storm Shadow britanniques que des Scalp français. Et puis surtout, il faut des avions pour les lancer, ce dont manquent cruellement
l'Ukraine, on a parlé des F-16 qui pourraient venir de Corée du Sud. Tout cela est alambiqué et compliqué. En tout cas, de facto, il n'y a pas en Ukraine pour le moment la possibilité de lancer une attaque massive de missiles sur la Russie et déclencher une riposte nucléaire russe, ce qui est inscrit dans sa nouvelle doctrine. Alors on peut réellement, et on s'est demandé, et ça s'est vu, on vous l'a dit avec la présidence, auprès de la présidence brésilienne, pourquoi est-ce que les Américains ont senti ce besoin, eux-mêmes ont dit que ça ne changerait rien à la situation réelle militaire sur le terrain, pourquoi ont-ils eu besoin de le faire la veille du début du sommet du G20? On peut se demander si ce n'est pas justement fait exprès, comme l'intervention du Premier ministre Keir Starmer contre Xi Jinping, si ça n'a pas été fait exprès, eh bien, pour ne pas parler trop de cette alliance globale contre la pauvreté et la misère et la faim, et éviter de mettre en place ces nouveaux outils proposés par le Brésil. Un autre élément central de ce sommet des BRICS, qui a été répété de très nombreuses fois, c'est par le président Lula entre autres, c'est le changement de la gouvernance mondiale. Il faut le répéter, c'est l'accès aux pays du Sud, en particulier des très grands pays, de très grandes économies comme l'économie brésilienne, l'Inde, l'accès à plus de places dans les institutions internationales, comme le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, l'ONU et spécifiquement au sein du Conseil de sécurité permanent de l'ONU, dans la Banque mondiale, et ainsi de suite. C'est la demande, on vous en avait rendu compte, qui avait été faite lors du sommet des BRICS à Kazan. C'est réitéré, et peut-être que c'est très exactement cela que souhaitent bloquer les pays occidentaux, en tout cas spécifiquement les États-Unis et la Grande-Bretagne, en ayant fait cette annonce pour un peu atténuer la portée de ces demandes. On vous l'avait dit à Kazan, si telle est réellement la décision, la volonté des pays occidentaux menée par les États-Unis, et on le saura à l'avenir, eh bien, alors se mettra en branle ce que les BRICS ont déjà mis en place, c'est-à-dire tout un système fonctionnel ou quasiment fonctionnel de financement au travers des pays BRICS par la nouvelle banque de développement présidée par Mme Dilma Rousseff, par le système de paiement interétatique BRICS Clear, par le système de réassurance des BRICS et par le fonctionnement même des BRICS qui se poserait de facto comme une nouvelle ONU, comme un nouveau système international dans un monde qui est de plus en plus multilatéral et multipolaire. Nous suivrons évidemment tout cela avec Fréquence Populaire, aussi bien en France qu'à l'étranger, là où sera l'information, là où seront les gens qui seront intéressants de rencontrer. Et comme vous l'avez vu depuis 15 ans, comme vous l'avez vu ici à Rio, nous interrogeons des géopoliticiens, des experts qui ne viennent pas principalement d'Occident, même si on en a bien sûr d'Occident, mais nous allons ouvrir de plus en plus la porte, la parole à des experts indiens, chinois, sud-africains, africains de l'Ouest, latino-américains, asiatiques et ainsi de suite, et bien pour que nous comprenions mieux qu'est-ce qui se passe dans ce monde, comment le monde nous voit, comment le monde évolue. Si vous avez aimé ce que nous avons fait, si vous aimez ce que nous faisons, si vous voulez nous soutenir, eh bien n'oubliez pas de liker nos vidéos, de suivre nos différentes émissions, en particulier la matinale, l'œil de Kousma et les différentes émissions qui vont venir. Vous allez voir, il va y avoir de très très belles surprises quand on va rentrer en France. N'oubliez pas de commenter, de partager nos vidéos et si vous en avez la possibilité, de nous soutenir financièrement en suivant le lien sous cette vidéo. Je vous en remercie par avance et je remercie infiniment et au nom de toute l'équipe de Fréquence Populaire qui a pu se rendre ici à ce sommet du G20 de Rio. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés, qui ont rendu tout ce travail possible. À très bientôt.